bonsoir. Merci d'être là pour la 5e édition du Festival des Conversations, qui cette année a un thème qui me tenait particulièrement à cœur et qui était particulièrement intéressant à développer, je trouve, qui était le thème de l'engagement. Juste avant de démarrer, on va rattraper un peu le retard qu'on a pris, puisqu'on a un long programme, parce qu'on a décidé de faire une nuit de la conversation. Je voulais d'abord remercier JM Weston de nous avoir accueillis dans ce lieu-là. C'était un pari que je trouvais intéressant et audacieux de faire ça avec vous dans un lieu pareil, parce que finalement, on n'a jamais fait de conversation avec une ampleur de taille de salle aussi importante, et c'était un pari un peu différent. Je vais juste redonner 2-3 règles sur le mode de fonctionnement des conversations, de façon à ce que ce soit clair pour tout le monde. Ce n'est pas des débats, donc ce n'est pas nous qui parlons et vous qui écoutez. L'idée, c'est qu'à tout moment, les gens puissent se mêler à nos conversations. Alors en Afrique, on a un outil qui est pratique, qui est un bâton de parole. Donc cette année, on a essayé de faire un peu différemment et on a pris des plumeaux pour dépoussiérer les conversations et les idées reçues. Donc les gens qui voudront prendre la parole pourront lever les plumeaux. Je vous laisse faire circuler les plumeaux de ce côté-là, et on mettra des plumeaux aussi pour dépoussiérer les conversations de l'autre côté. Au-delà de ça, pourquoi est-ce qu'on a choisi le thème de l'engagement ? Eh bien parce que je trouve que l'engagement, c'est quelque chose qui est excessivement important et qui est fondamental dans une conversation. Parce qu'une conversation sans engagement, ça s'appelle du bavardage. Et donc quand on fait une conversation, quand on déploie une conversation, quand on se lance dans une conversation et qu'on prend le risque d'une conversation, c'est prendre le risque d'aller partager à un moment donné des choses avec quelqu'un. Et on s'y engage totalement et on s'y donne totalement. Et c'était ça que je voulais aussi qu'on partage ce soir et cette nuit. C'était de pouvoir donc justement rentrer dans cette logique du risque de quelque chose qu'on construit ensemble. Converser, ça veut dire faire avec. Donc, on a vraiment cette notion-là de quelque chose qu'on va construire. Et on sait où on commence, on sait quand on s'arrête. Mais en revanche, on ne sait pas quels sont les méandres et les cheminements qu'on va utiliser et qu'on va prendre pour y arriver. Voilà. On va commencer tout de suite sur une première conversation qui a comme thème la conversation n'est pas un luxe, parce que je pense qu'effectivement, c'est un thème qui est important, qui est riche. Et je vous demande d'accueillir avec moi Didier Von Kovlart, Gilles Lemdorfer, Thierry Consigny, j'ai bien entendu Hugues Jacquet, et Christian Blancart, excusez-moi. Où tu veux, il y a normalement autant de... Alors, juste en préambule, je vais rapidement vous demander à chacun de me dire c'est quoi... Alors, vous avez des micros, qui sont derrière vous, excusez-moi. C'est quoi une conversation ? C'est quoi une bonne conversation ? Ou c'est quoi, à quoi on reconnaît que l'on est dans une conversation et pas dans un bavardage ? Gilles ? L'avantage qu'on se connaît depuis longtemps. Une bonne conversation, c'est une conversation politique, Guillaume, si tu veux. Hein, avec des hurlements et des assiettes qui volent. Non, pour moi, c'est un vrai moment de plaisir partagé. Voilà, autour de ça peut être la météo, ça peut être les chaussures, voilà, qui sont très belles, Guillaume. Merci. Ce rose est absolument magnifique. Oui, merci. Je trouve ça très joli aussi. Moi, j'ai mis des paraboutes aujourd'hui, voilà, parce que j'avais envie de faire un peu de provocation. Hugues, une conversation ? La conversation, je ne sais pas, c'est sans doute la qualité des silences. C'est bien. Thierry ? Alors moi, je n'opposerai pas la conversation au bavardage, j'aime bien les bavardages, j'opposerai plutôt la conversation au double monologue. Quand vous êtes dans un restaurant et que vous écoutez les conversations dans les tables à côté, très souvent, vous vous rendez compte que 2 personnes parlent, mais sont chacune dans leur couloir et que ça se croise très peu. Et pour moi, il y a conversation quand ça se croise, quand ce que vous dites suscite un tilt dans la tête de l'autre et que voilà, les deux font que la pensée avance ensemble et non pas de couloir. Oui, en effet, je rebondis sur l'image du restaurant. Il y a encore pire
que l'exemple que vous donnez, c'est ce qu'on voit très souvent justement dans les restaurants. Ce sont des gens qui dînent ou déjeunent face à face et chacun est dans sa conversation, dans son portable. Ouais. Et là, la manière dont, vu de l'extérieur, et si on ne voit pas l'accessoire, on a l'impression que ces gens se parlent. Non, ils parlent ailleurs, tout en se regardant, tout en se passant le sel. Et comme s'il y avait urgence, il y a urgence à fuir parfois les dangers de la conversation, qui sont justement de se mettre à nu à travers sa propre expression, sa manière dont on réagit à ce que dit l'autre. Oui, la définition, je crois, de la conversation, c'est le fait d'écouter l'autre. Trop souvent, aujourd'hui, bien sûr, on le voit en politique, mais pas que, les gens écoutent tellement ce qu'ils vont dire qu'ils n'écoutent pas ce qui est en train d'être dit. Ils préparent leurs arguments, ils préparent leur captation de parole, comme je suis en train de le faire. Ils préparent leur... vous n'avez rien préparé. Le temps de parole. Non, mais trop souvent, ça fait écran, et quand après on leur demande de rebondir sur ce qu'a dit la personne précédente, eh ben, ils ne rebondissent pas parce qu'ils n'ont pas écouté. Donc le danger de ces fausses conversations, c'est justement de jouer tout seul contre un mur, alors que jouer au tennis avec un partenaire, c'est plus intéressant. Eh bien, c'est extrêmement facile de parler après tous ces brillants monologues. La conversation, c'est juste ce qu'on n'a pas fait ce soir, là, pour l'instant. C'est-à-dire, c'est non seulement écouter l'autre, mais c'est surtout partager, pour moi. La conversation, c'est partager, mais pas partager superficiellement. Je trouve que la conversation n'a d'intérêt que si elle est un peu dans l'intime, beaucoup parfois, dans l'intime, dans la profondeur de ce qu'on pense, et non pas dans le small talk. Donc pour moi, c'est ça la conversation, le partage, l'écoute de l'autre, je suis tout à fait de cet avis, et surtout la passation d'un message personnel. Merci. Alors, il y a un tabouret qui est vide parce que Édouard Baird devait être là. Il est coincé dans un avion parce qu'il est parti à Rome. Alors, il m'a juste envoyé une petite vidéo. Je vais vous laisser découvrir. Se disputer, se réconcilier, ni l'un ni l'autre, se parler, s'écouter, se rencontrer, se toucher, s'embrasser, se foutre sur la gueule, se rappeler, se re-rappeler, se souvenir, échanger, converser, verser, être ensemble, à un, à deux, parler avec soi-même, parler avec les autres, parler avec le temps qu'il fait, parler avec l'époque, l'écouter, écouter le souffle des choses, etc., etc., le réel, le virtuel, tout ça mêlé dans une sorte de dialogue intime et universel. Vous avez de la chance d'être là. Voilà, c'est Édouard. Il avait vraiment tout fait pour venir, mais bon, voilà. Est-ce que la conversation, c'est un luxe, finalement? Est-ce que converser, c'est réservé à certaines personnes, ou est-ce que tout le monde a accès à la conversation? Pour moi, la conversation, c'est un vrai luxe parce que ça prend du temps. La conversation, ça suppose qu'on ait du temps devant soi. C'est aussi un temps qui peut se reprendre. Une conversation peut s'arrêter, se reprendre après. Elle peut sembler éphémère, mais l'éphémère, parfois, marque plus les esprits que beaucoup d'autres choses. Donc, pour moi, cette notion de temps est un luxe. Et puis, la notion de partage est un grand luxe. Et la conversation s'oppose absolument au dialogue superficiel. Et donc, oui, c'est rare, la conversation. Il y en a très peu. Et puis, ça peut être aussi un moment assez tragique ou difficile dans la vie, où un père dit, par exemple, à son fils, écoute, il faut qu'on ait une conversation. Parce que les choses ne vont pas bien, ou parce que j'ai un problème personnel. Et justement, l'autre jour, un de mes amis qui est tombé très malade m'a dit, il faut que j'ai une conversation avec mon fils. Il n'a pas dit, il faut que j'ai un dialogue avec mon fils. Il faut que je bavarde avec mon fils. Non, il faut que j'ai une conversation avec mon fils. Donc c'est ça, oui, c'est un grand luxe en fait, et ça s'oppose à la rapidité de l'échange SMS, Internet, tout ça. C'est juste le contraire. Alors c'est vrai qu'on peut distinguer la conversation annoncée, souvent sur un ton grave, vous avez raison. Il est rare qu'on dise, tiens, il faut qu'on ait une conversation. Non, c'est grave, le mot est creusé. Il faut qu'on ait une conversation tous les deux.
Généralement, c'est voyant rouge qui s'allume, il y a quelque chose à mettre sur le tapis, il y a un avertissement à donner, il y a... voilà. On peut opposer ça, qui est un échange souvent nécessaire et parfois bénéfique, on peut l'opposer à la conversation improvisée. Tout à coup, dans une salle d'attente, dans un train, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps chez un garagiste. Tout à coup, j'ai un problème de voiture, c'est le genre de choses qui paraît du temps perdu. Vous êtes à la merci de la personne qui diagnostique la panne et qui vous dit si c'est réparable ou pas. Et là, tout à coup, vous avez quelqu'un qui prend la parole, qui vous pose des questions et vous commencez à échanger. Et ça, c'est le luxe, le vrai luxe qui est la surprise aussi. Il y a, vous avez raison, le temps que ça demande. Et puis, il y a la surprise. Le temps s'arrête et vous oubliez votre problème de voiture, votre problème de moteur, parce qu'un type vous dit des choses passionnantes et inattendues qui déclenchent chez vous cet échange, ce partage, qui est bien sûr la définition première de la conversation. Donc c'est vraiment un luxe, mais dans le vrai et le beau sens du terme, c'est-à-dire c'est un artisanat, c'est un partage, c'est se donner du temps, du mal, de la peine et de la joie pour partager quelque chose, que cette chose fût éphémère ou non. C'est le principe, c'est vraiment tous les ingrédients de départ. Et c'est vrai que ces conversations inattendues qui vous mettent en retard et vous dites mais ça fait rien parce qu'il ne fallait pas briser. Vous savez, cette phrase qu'on trouve très souvent dans Molière, notamment brisons-la. Brisons cette conversation, arrêtons-la. Comme on dit aujourd'hui, arrêtons les frais, quoi. Ce coup près qui tombe. Quand on ne le fait pas tomber, ça donne une grande jubilation et ça nous laisse, je crois, les plus beaux souvenirs de conversation. Je crois que le temps que vous évoquiez tous les deux est quelque chose qui est excessivement important dans une conversation. C'est-à-dire qu'il y a cet échange que l'on va avoir, on va se donner, effectivement, il y a ce côté grave que l'on peut avoir. Alors une conversation peut être aussi assez légère, mais il y a quand même, en tout cas, encore une fois, cette notion d'engagement que j'évoquais tout à l'heure, pour moi, elle est essentielle parce que justement, c'est ce moment où on va aller se donner à l'autre et où on va écouter déjà l'autre, ce qui est quand même quelque chose d'important. Et on se satellise aussi, parce que l'étymologie, c'est tourner avec. Donc il y a cette idée justement de déambulation commune, sans savoir forcément où l'on va, sans avoir défini un but. On est justement, selon les hasards, de l'attraction, de la gravitation et du libre-échange. Enfin, non, pour moi, en tout cas, je n'ai pas l'impression que ça soit un luxe, une conversation, mais il y en a deux, en tout cas, dans mon expérience. Il y a les rencontres. Et j'en fais beaucoup, de par mon activité. Étant photographe, je suis amené à rencontrer en permanence plein de gens, de plein d'horizons différents. Alors certains, un rendez-vous a été pris, mais très souvent, c'est des gens que j'attrape comme ça, au hasard, des rencontres dans la rue, au hasard des reportages. Et là, la conversation est vraiment une rencontre. Alors parfois, les rencontres sont assez fortes, et j'en arrive même à oublier en fait que je suis là aussi pour prendre des photos. Parce que parfois, je peux peut-être être un peu sournois dans ma conversation, parce que je parle avec quelqu'un et cette personne me plaît et j'aimerais bien la mettre dans mon appareil. Donc il faut absolument aussi que je la convainque de se laisser prendre en photo. Est-ce que je peux vous prendre en photo? Donc ça amène des conversations. Puis il y a d'autres conversations, les conversations que je peux avoir là maintenant, les conversations qu'on a souvent, Guillaume. Et là, on est dans d'autres. Pour moi, on est dans autre chose. Alors, ça pourrait être une conversation très rapide au téléphone. Tiens, comment tu vas? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Et puis, 1 heure, 2 heures, voilà. Mais c'est pas un luxe, c'est une nécessité. Moi, je voudrais revenir justement sur cette notion du temps, en faisant, j'allais dire, un petit peu un jeu de mots, mais carrément un jeu de mots. Justement, une conversation, ça peut être quand même, je ne suis pas du tout à l'encontre du fait que ce soit évidemment une conversation, ça peut être dans l'intimité, dans le calme, dans une atmosphère préservée, avec des gens aussi qu'on est amené à bien connaître, mais il faut commencer par bien les connaître. Et l'autre jour, j'avais une conversation avec quelqu'un, et on parlait du temps. Donc c'était ça, mon mauvais jeu de mots. Et je me dis, parfois, une conversation, il faut tout simplement le temps, mais atmosphérique, parce qu'on se croise rapidement et on fait « Ah, ben, il fait pas beau » ou alors « Il fait beau ». Et quelqu'un dit « Ah, on va pas avoir cette conversation sur un lieu commun ». Et après, je réfléchissais dans le métro et je me disais « Mais après tout, c'est assez joli d'avoir ce lieu commun ». Ça devient un bien commun.
Oui, et c'était l'endroit qu'on peut avoir en partage assez facilement. Ça ne veut pas dire qu'après, on ne va pas aller vers une conversation beaucoup plus intéressante. Mais donc, c'est pour ça que dorénavant, je ne critiquerai plus les gens qui parlent pendant un quart d'heure du fait qu'ils fassent mauvais ou que ça leur ruine leurs vacances ou autre. Ça peut être une espèce de socle commun pour aller un peu vers ailleurs. Et je rejoins ce que disait aussi Gilles par rapport au fait d'être dans cette forme d'écoute qu'il a lu en tant que photographe. Moi, en tant que sociologue, c'est qu'on a des conversations qui sont non pas... elles sont un peu artificielles par la force des choses. Mais moi, j'arrive avec des apprentis qui vont avoir 16-17 ans et qui vont me dire au départ, et j'ai besoin de ce lieu commun, de créer ce lieu commun, parce qu'ils vont me dire « mais vous êtes sûr, 1 heure d'entretien, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir vous dire ?» Il faut savoir que la météo reste le sujet favori des Français aujourd'hui, parce que c'est ce quelque chose qui rassemble à un moment donné et qui va faire que ça va faire tomber un peu les peurs et les barrières qu'on va avoir. Et donc on démarre par la météo. Et ce qui est intéressant, c'est de voir aussi que des établissements ou des sites internet comme Mythique, par exemple, ont décidé d'organiser des thèmes de rencontres qui reposent sur les gens, on va se faire se rencontrer tous les gens qui aiment le vin, parce que tout d'un coup, ça devient un sujet commun, et à partir de là, on va développer des choses. Je voudrais revenir vers Thierry. Je sais que vous avez fait, il n'y a pas très longtemps, tout un travail autour de la conversation et de l'art. Alors, est-ce que la conversation, on parle de l'art de la conversation qui était quelque chose qu'on retrouvait dans les salons du XVIIe et du XVIIIe siècle, et comment là, vous avez embarqué des mots, des phrases, des conversations en en thématique artistique plutôt? Ça reprend les idées d'intime, d'écoute, etc. Mais en revanche, ça se dégage du luxe au sens où ce qu'on a fait, je vais expliquer dans une minute, c'est pas un luxe au sens où c'est très nécessaire et c'est très productif. Et en l'occurrence, c'est le fait de constater que, c'est ce qu'on on a fait une exposition sur le thème « Les conversations produisent des réalités ». Et voilà, on parle beaucoup de brainstorming, de brief, de machin, mais en fait, à la base, le mieux, c'est une conversation. Surtout si on est dans l'écoute, comme vous disiez, dans l'intime, comme disait Christian, c'est-à-dire qu'on va au fond des choses, et au fond des choses, on trouve des idées, on est créatif, etc. Et donc, en l'occurrence, sur ce thème, les conversations produisent des réalités, d'abord, on a envoyé cette phrase à un certain nombre d'amis qui ont réagi en envoyant des photos, ou en écrivant autre chose, ou en envoyant un dessin, etc. Et ces photos, dessins, mots et tout ça, on les a donnés à des jeunes artistes qui eux-mêmes ont réagi sans connaître la phrase « les conversations produisent des réalités », ont réagi créativement à ces créations générées par les conversations produisent des réalités. Donc ça a généré tout ça, une chaîne de création très riche finalement, très, très créative, très étonnante, et qui venait prouver cette idée, les conversations produisent des réalités. Juste sur le truc, le luxe, moi je suis d'accord sur la conversation est un luxe, sur le thème de la rareté. Parce qu'il me semble que c'est super rare, en fait. Je ne sais pas vous, parmi vous, si vous réfléchissez de quand est votre dernière réelle conversation, c'est-à-dire avec de l'intime, de l'écoute, du partage, faire avancer le schmilblick, etc. Il me semble que c'est super rare, en réalité. Et aussi, si on réfléchit, par exemple, au cinéma, qui est donc un peu le reflet, et très bien, on est dans un cinéma, quelle conversation on a vu au cinéma? Moi, j'y réfléchissais avant. Je me suis dit, par exemple, dans Le Guépard, il y a cette magnifique conversation entre le prince Salinas et l'envoyé de Milan. Mais si on réfléchit, ce n'est pas une conversation, c'est un magnifique monologue du prince Salinas. La conversation est formidable entre Fouché et Talleyrand. Oui. C'est une conversation, ça. Au cinéma, oui, c'est très rare, mais ça, c'est une vraie conversation, je crois. Il y a une conversation dont on parlera tout à l'heure avec, entre autres, Alain Malraux qui va nous rejoindre, qui est Les chaînes qu'on abat, qui a été transformée maintenant en pièce. Et on en parlera quand on parlera du charlisme, qui est un sujet de conversation qui me tenait à cœur cette année, où justement on a transformé ce texte-là, et ce texte qui a été romancé, mais qui est vraiment partie de choses vraies, tel que Malraux l'a écrit, en pièce de théâtre. Et je trouve que c'est un échange, mais vous avez raison, c'est vrai que le cinéma procure peu. Est-ce que l'écriture, c'est une forme de conversation, Didier ? Oui, bien sûr. Alors elle peut être avec toutes les voix qui composent un individu. C'est vrai qu'un romancier, un auteur, a le privilège de pouvoir, et le temps qu'il prend, de pouvoir tendre l'oreille à ces différentes voix. Généralement, les nécessités de la vie sociale, professionnelle et citoyenne ne retiennent qu'une voix. La voix qui est celle sur
lesquels on a construit sa carrière, sa famille. Et tandis que non, un auteur est là pour explorer toutes les différentes facettes et pour créer de l'imaginaire à partir des capteurs qu'il possède et des autres histoires qui auraient pu être la sienne. Là, j'exclus de ce que je suis en train de dire la pure autofiction, qui m'intéresse moins. Je trouve que le sens de conversation qui peut exister dans l'écriture, c'est justement ce partage, ces échanges de points de vue, essayer d'intégrer l'autre en soi pour voir le monde avec son regard, épouser ses arguments, comme on dit. C'est joli cette phrase. Ça peut mener à une union idéale comme au divorce, comme au coup de canif dans le contrat, comme on dit. Il y a toutes les options possibles. Mais si on n'épouse pas le point de vue d'un autre, même si cet autre est au fond de vous, on se prive quand même de cette biodiversité psychologique, affective, morale, qui est absolument nécessaire au développement de l'individu. Et c'est vrai qu'en plus, le romancier a le temps, il prend le temps de construire à partir de ces éléments-là quelque chose qui est destiné à provoquer chez le lecteur le sentiment d'une conversation. Parce que je crois profondément que quand on aime un livre, quand on aime un roman, c'est qu'on est un élément de cette conversation. C'est-à-dire que ça n'est pas extérieur, ça n'est pas juste un texte, une histoire, une intrigue auquel on assiste. C'est vraiment un dialogue. Et je sens bien sur les retours de mes lecteurs, c'est ce qu'ils apprécient, surtout c'est qu'ils ont pu ou bien s'identifier ou remettre en question certains points de vue, certaines idées préconçues, parce que autre chose les invitait à venir faire le voyage. Donc cette notion de conversation, elle est très importante au moment même où j'écris, où j'imagine mes lecteurs et ce qu'ils répondraient à cela et comment ils le vivraient. C'est la question que je voulais vous poser. Donc. Est-ce que vous écrivez au lecteur ou est-ce que vous écrivez tout court? Oui, j'écris. Je pense que écrire tout court, c'est écrire à quelqu'un. Alors, il y en a qui écrivent à eux-mêmes, ça peut donner des chefs-d'œuvre, hein, mais ça peut donner aussi du nombrilisme un petit peu stérilisant. Je préfère cette idée, comme disait Antoine Blondin, écrire, c'est toujours une lettre d'amour, sauf que parfois on ne sait plus à qui on l'écrit. Et donc on imagine aussi. Saint-Exupéry avait fait ce livre formidable qui s'appelle Lettre d'enfance à l'ami inventé. Et créer des liens, créer cette conversation, parce que parfois elle n'a pas eu lieu, donc l'état de manque dans lequel on est amène à construire quelque chose. Et je pense qu'une simple conversation à l'oral, c'est ça aussi, c'est avoir le sentiment de quelque chose manquerait s'il n'y avait pas cet échange à ce moment-là. On est un peu plus riche, ce sont belles les formules qui sont derrière nous. Je pense que cet enrichissement par l'autre et à travers cet échange est ce qui nous fait rechercher la conversation. On parlait du temps tout à l'heure et on parlait du luxe en disant que la conversation n'est pas un luxe, ou est-ce que c'est un luxe par rapport à l'endroit où l'on est, la marque dont on parle, dont on a parlé tout à l'heure. Je trouvais que le point commun, et je voudrais avoir, Hugues, ton avis là-dessus par rapport à ce que tu fais au travail, et après je voudrais vous entendre aussi, Christophe, sur cette partie justement autour du luxe. La transmission, tout le travail qui est fait avec les compagnons, etc. Le temps, la conversation, est-ce que ce sont des éléments qui rentrent en ligne de compte? Est-ce que c'est simplement un apprentissage que l'on a? Est-ce que, pour moi, il y a une passerelle entre luxe et conversation qui est cette notion de temps, c'est-à-dire c'est prendre le temps. Le luxe est une industrie qui aujourd'hui prend le temps ou a besoin de prendre le temps. Peut-être pas chez toutes les industries qui composent le secteur du luxe, mais oui, en tout cas chez une grande partie d'entre elles. Et donc, c'est une question à tiroir. Donc, je vais juste en ouvrir quelques-uns, parce qu'après, avec moi, c'est le risque. Donc, la première idée que je retiendrai, c'est d'abord, est-ce que cette espèce de passage en relais qu'organise en fait l'artisan, que ce soit l'artisanat d'excellence, comme dans les maisons du luxe, ou l'artisanat de façon plus large, ce passage en relais, est-ce qu'il repose sur une conversation ? Effectivement, il y a l'idée que le maître parle avec l'apprenti, mais le gros de la transmission ne passe pas forcément par une conversation. Alors, est-ce qu'on pourrait imaginer qu'il y a des conversations matérielles, qui ne soient pas verbales? Je ne sais pas, peut-être, mais en tout cas, comme diraient les verriers de Murano, il faut apprendre à voler avec les yeux. C'est-à-dire qu'à un moment, ils arrêtent de parler et ils indiquent juste regarde ce que je fais, emporte-le avec toi. Mais est-ce qu'une conversation ne marche pas un petit peu
comme cet apprentissage où on fait tous les jours le même geste, mais tous les jours, même sans s'en apercevoir, ça incrémente un petit peu de savoir-faire. Et une conversation, c'est peut-être aussi ça, c'est parce que quelle est la motivation d'une conversation? J'étais en train de réfléchir en vous écoutant. Est-ce qu'on a envie de séduire l'autre? Est-ce qu'on a envie de le convaincre? Est-ce qu'on en repart plus riche parce que dans cet aller-retour, on a récupéré un petit peu, comme l'apprenti récupère un petit peu du maître tous les jours, et aussi sans parler, en répétant le même geste? Donc voilà, je ne sais pas si c'est tellement une réponse, mais en tout cas, c'est des pistes. Christian, pour vous, est-ce que le luxe, c'est un sujet de conversation? Moi, je me suis beaucoup amusé en lisant ça. Il paraît qu'il est épuisé maintenant. Mais il y en a un autre qu'on peut trouver à la sortie, qui sont les mots du luxe, je crois. Mais non, tant mieux, s'il était épuisé, ça prouve que... Guillaume, en tout cas, la Rolex a alimenté beaucoup les conversations ces dernières oui, années. Alors j'allais dire, est-ce que c'est du... Je ne sais pas, si c'en est, probablement. Mais est-ce que le luxe est un vrai sujet de conversation? Comment est-ce qu'on entretient ou est-ce que c'est simplement quelque chose de très superficiel finalement? Non, moi je ne crois pas que le luxe soit un sujet de conversation. C'est un sujet de dialogue. Par contre, à l'intérieur de certaines entreprises, j'ai entendu des conversations. J'ai entendu des conversations, les plus belles conversations que j'ai entendues, du reste. Vous avez dit on vole les choses, on vole le savoir-faire par les yeux. C'est tout à fait exact parce que dans très très belles maisons de l'artisanat, vous avez évoqué l'artisanat, Didier, je crois. C'est vrai que l'artisanat ne s'écrit pas. Il n'y a pas de cahier des charges de l'artisanat. Par conséquent, à un certain moment, ça commence en fait par le dialogue, parce que pour arriver à la conversation, il y a plusieurs étapes. Il y a l'étape du monologue. Je ne suis pas content, tu es content, ça ne va pas du tout, ça c'est pas du tout la conversation. Ensuite, il y a le dialogue. Pourquoi ça ne marche pas? Ah ben, ça ne marche pas parce que j'y arrive pas, ça me fatigue, je ne sais pas le faire, etc. Alors il y a un petit peu de dialogue. Et puis de temps en temps, il y a une conversation. C'est-à-dire que là, les deux personnes se mettent à côté, sortent de l'atelier, j'ai vu ça, et il faut que je te parle. Il faut vraiment que je te parle. Parce qu'il y a deux solutions. Ou bien tu vas comprendre quel est ton métier, ou bien est-ce qu'il faut faire et comment tu dois te comporter, ou bien tu ne comprendras pas. Et j'ai souvent beaucoup poussé à ces conversations, moi, en disant essayez d'avoir une conversation avant de dire cet homme ou cette femme n'est pas capable, etc. On a eu beaucoup de conversations dans ce sujet-là. Et je crois que c'est très important qu'un patron suggère des conversations. Parce que souvent, les rapports se font de manière hiérarchique qui n'ont rien à voir avec des conversations. Et parfois, il vaut mieux emmener quelqu'un déjeuner et dire écoute, on va déjeuner ensemble, on va avoir une vraie conversation. Ça aide. Je déjeunais l'autre jour avec quelqu'un qui est chez un constructeur automobile allemand et qui me racontait qu'il organisait régulièrement des conversations avec son personnel. Alors à tour de rôle, il venait organiser des petits déjeuners avec eux. Alors ça, ce ne sont pas des... Non, on est bien d'accord, c'est ce que je lui expliquais parce que les gens étaient pétrifiés en se demandant à quel moment ça allait leur tomber dessus et qu'est-ce qu'ils allaient pouvoir se dire pendant une heure. Non, ça, c'est pas du tout des conversations. Les conversations sont dues, en fait, elles sont le fait du supérieur hiérarchique qui accepte de perdre son pouvoir. Et qui accepte à un moment donné, il quitte son lieu de travail, il va se mettre ailleurs, et il perd son pouvoir. Du reste, la conversation oblige à une perte de pouvoir, parce qu'à partir de l'instant où l'un domine l'autre, et c'est tellement vrai dans l'entreprise, il n'y a pas de conversation, il y a des dialogues, c'est tout à fait différent. Et j'ai souvent essayé de... Alors, les conversations en groupe, je n'ai jamais vu ça dans une entreprise. Jamais. Il y a des connotations, des sous-entendus, des questions personnelles. Oui, ça c'est sympathique, mais ce ne sont pas des conversations. C'est de la communication, c'est autre chose. Par contre, quand on accepte de perdre son pouvoir, on peut à ce moment-là en regagner beaucoup en réalité. C'est-à-dire en reprenant des positions très différentes et très décalées. La conversation suppose dans l'entreprise des gens à l'esprit décalé. Je partage totalement ça. Et alors, il n'y a pas très longtemps, je faisais une intervention, je pense, sur la sensibilisation aux conversations dans une marque de luxe, dans un groupe de luxe, avec une marque champenoise, plutôt de couleur orange. Et on discutait avec les gens, avec le comité de direction. Et nous échangions. Et il me dit, moi, j'ai un vrai problème, c'est que comment je peux faire pour avoir une conversation avec mes représentants syndicaux ?
Et, non, mais surtout, alors je dis, mais comment vous faites? Alors il me dit, c'est pas très compliqué, je le convoque. Je dis, mais déjà, la notion de convoquer quelqu'un coupe de fait la notion de conversation. Je dis, mais après, physiquement, vous êtes comment? Il me dit, physiquement, on est 3 derrière un bureau et lui est en face. Je lui dis, pareil, ça rejoint ce que vous évoquiez exactement, c'est-à-dire la notion d'égalité à un moment donné. Je dis, mais vous savez, il y a eu, au 19e siècle, il existait des fauteuils qui étaient en forme de S, qu'on appelait des conversations, où les gens étaient assis en face à face. Et là, il m'a répondu, et j'ai trouvé ça très bien, il m'a dit, ah, mais écoute, vous avez raison. On en a eu qui ont été décidés par Stark, dont on ne se sert plus. La prochaine fois que je le verrai, on s'asserra là-dedans. Je suis pas sûr que ce soit simplement le fait de se mettre dans une conversation qui change le truc. Mais en tout cas, la posture était intéressante. Mais vous avez entièrement raison. Je pense qu'il y a une notion d'égalité à un moment donné, parce que sinon, il n'y a plus de conversation possible. Hugues. Juste un petit point technique sur le vocabulaire du mobilier. C'est pas une conversation, c'est un confident. Donc, quand on est 2 comme ça. C'est un confident, pardon. Et ce qu'il recherchait, à mon avis, c'était un indiscret. Donc, c'est à 3. Ah, c'est à 3, d'accord. Mais là, d'accord, ok. Bon, très bien. Bon. Plume. Je ne crois pas qu'il y ait un meuble qui s'appelle une conversation. Si, il y a un meuble qui s'appelle une conversation. Bien sûr, c'est un meuble comme ça. En S. Oui, non, mais c'est ça. Oui, oui. Oui, oui, non, mais si. Non, non, moi, C'est certain. Mais merci. C'est Napoléon III. C'est Napoléon III, exactement. C'est un meuble qui est dessiné comme ça. Généralement, c'est très capitonné. C'est vrai, c'est une drôle de conversation, parce qu'on est assis comme ça. D'où la confidence. Oui, mais ça peut évoluer dans les positions. Si ça pourrait s'appeler le prélude comme meuble, ça aussi. Mais alors, il faut savoir qu'il y a une entreprise de mobilier urbain qui est installée en Alsace, qui s'appelle Graf, et qui refabrique du mobilier urbain comme ça. Donc, ils ont appelé ça aussi des conversations, et où les gens s'assoient face à face et peuvent retrouver dans les squares des espaces pour converser. Il y a la start-up La Nacelle. Hein? La start-up qui s'appelle La Nacelle. Oui. À Toulouse, qui installe des nacelles dans le place public. Voilà. Voilà, il y a des nacelles à Toulouse. C'est à Toulouse, Carlos, c'est ça? À Toulouse, où les gens donc, peuvent venir se retrouver et converser. Dans l'espace public. D'accord. Bon. Le temps des conversations, c'est quoi pour vous? C'est quelque chose qui... comment est-ce qu'on fait pour mesurer? Est-ce que ça se mesure d'abord, une conversation? Non, enfin... Moi, c'est marrant, mais depuis que je suis le Festival des conversations, très souvent, quand je fais des rencontres, je me dis, mais bon, là, je suis en train de parler, mais est-ce que je suis en conversation avec la personne ou pas? Et donc, dans mon esprit, pour moi, conversation et rencontre, c'est un peu... c'est pas synonyme, mais c'est un peu la même dynamique. Et il peut y avoir des rencontres extraordinaires qui sont... instantanées, et puis d'autres qui vont être plus longues. Non, j'ai pas... Et puis, bon, j'ai jamais vraiment chronométré, en fait, ce qui m'arrivait dans mes conversations. Et comment on... Didier? Je pense qu'une conversation réussie, c'est une conversation qui fait oublier le temps et qu'on mesure plutôt à l'aune du retard que l'on aura dans le rendez-vous suivant, s'il y en a un, ou par rapport aux occupations qu'on avait prévues pour ce laps de temps, qui se trouve tout à coup occupé, envahi, par cet échange qui, même s'il était programmé, peut se révéler imprévu par sa durée, par son ampleur. Et là, j'ai un exemple très précis pour moi vraiment d'une conversation. Et je pensais, en vous écoutant tout à l'heure, parce que c'est avec un photographe que j'ai eu ça. C'était avec Jean Loussieff. Et c'était il y a longtemps maintenant, l'Autojournal qui avait demandé à plusieurs écrivains d'aller couvrir un Grand Prix. Comme c'était une tradition longtemps. Et on s'était retrouvés, donc, il y avait Michel Déon, Éric Nehoff, Stéphane Hoffmann, une autre personne dont j'oublie le nom, pardon, et moi. Et chacun a été photographié individuellement par Jean Loussieff. Donc arrive lors du rendez-vous, de la rencontre, dans son atelier, et j'arrive dans ce loft magnifique, avec un yucca absolument extraordinaire qui grimpait le long d'une poutre vers la lumière, et puis après, tout à coup, il obliquait comme ça, tout à coup, à angle droit, et il allait au bout de la pièce. Alors évidemment, Jean Loussieff, que je rencontrais pour la première fois, croise mon regard et me dit oui, vous vous demandez pourquoi? Je dis bah oui. Il dit un jour, je suis parti longtemps en reportage, et la femme de ménage avait mis les occultants. Alors que d'habitude, je disais surtout laisser la lumière aux plantes. Donc il ne restait plus qu'une toute petite portion de lumière, et le yucca a fait le voyage pour aller chercher la lumière, d'où cette espèce de structure étonnante. Et
on s'assied à l'ombre de ce yucca, si je puis dire, et on commence à parler. Et on parle voiture, qui était un petit peu le sujet qui avait provoqué cette rencontre. Et puis des voitures, on se retrouve passionné de voitures anciennes, lui comme moi, et on se met à parler ensuite de vin, à parler de femmes, à parler de personnes qu'on a admirées, de musique, enfin de tout ce qui crée des liens. Et on est content quand on a des points communs. Et simplement, je devais rendre un texte le lendemain, donc j'avais vraiment prévu d'avoir beaucoup de temps pour cela. Et là, je me rends compte qu'une heure passe, et il y avait le studio photo qui était installé dans un coin, et je me dis, bon, c'est très agréable, on buvait de très bon vin, et on en oubliait le temps. Et puis je me disais, mais je ne sais pas à quel moment il va faire la séance, qu'il faut compter quand même, Jean-Louis Sièvre, j'imagine, 1 heure, 1h30. J'avais des expériences de studio qui avaient été longues souvent. Ouais. Et à un moment donné, non pas parce qu'on avait épuisé les sujets de conversation, mais parce que tout à coup, j'étais au milieu d'une phrase et il me dit on peut s'interrompre 2 secondes? Je dis oui. Il me dit juste asseyez-vous là. Bon, je vais m'asseoir là. Il avait préparé la lumière et tout. Il bouge juste un spot, il prend une photo et me dit voilà, pardon pour l'interruption. Et on est retourné s'asseoir. On a continué à parler et la photo est une des plus belles photos qu'on m'ait jamais faites. Simplement, cette conversation qui paraissait complètement gratuite, improvisée, était en même temps sa manière de travailler. Parce qu'il voulait, là, capter, comme vous disiez, ce qui était la chose intéressante à prendre sur moi, l'essence, à prendre le regard, savoir comment m'orienter. Et puis, voilà, cet échange qui a continué ensuite, alors qu'il n'y avait pas de but pour lui, a remis l'impression de gratuité que j'avais eue jusqu'alors dans sa pleine valeur. Et je suis sorti en me disant, j'étais vraiment piégé, mais dans le bon sens du terme, par le charme d'une conversation, d'un échange. Et bon, j'avais pris 3 heures de retard sur mon rendu de papier, j'ai pas dormi, mais ça en valait la peine. Ouais. Thierry, c'est ça une conversation, c'est se découvrir. Non, mais j'aime bien l'idée que ce soit sans but. Oui. Même s'il peut y avoir des conversations avec but, comme dit Christian, le père, le fils, viens mon fils, il faut qu'on ait une conversation, etc. Mais l'idée que ce soit sans but, et d'ailleurs que ce soit par surprise. On ne s'attendait pas à avoir une conversation, mais y compris pas quelqu'un qu'on ne connaît pas, quelqu'un qu'on connaît, sa femme, on est au petit déjeuner, et puis on se rend compte au bout d'1 heure que depuis 1 heure, on a vu une conversation. Il y a un vagabondage de la conversation. Oui, voilà, effectivement, par rapport au temps, on ne va surtout pas la minuter, c'est plutôt après coup qu'on constate J'aime bien l'idée des conversations amoureuses aussi. On parle beaucoup de conversations profondes, etc. Mais conversations amoureuses, c'est pas mal. D'ailleurs, de ce point de vue-là, vous avez attaqué les téléphones, etc. Moi, il me semble qu'aujourd'hui, il y a des conversations amoureuses par texto et qui sont tout à fait valables. Ça existe et ça fait partie des beautés de la modernité. C'est pas mal. Ouais. Attention, ça laisse des traces. Alors justement, il y a un site aujourd'hui qui permet d'imprimer, parce que pour que les gens gardent une trace des échanges SMS qu'ils peuvent avoir, il y a un site qui a développé ça et on peut imprimer sous forme de mini papyrus, enfin de petits rouleaux en tout cas, des conversations qu'on a pu avoir. Et en plus, je trouve que l'intérêt d'y avoir rajouté des émoticônes depuis un certain temps maintenant rapporte à ces échanges. Éclat de rire, etc. Exactement. Moi, j'ai une petite sœur qui voulait sortir un bouquin, finalement, elle n'a pas fait, c'était trop indécent, mais d'une relation amoureuse par texto et simplement publier les textos et ça faisait un bouquin pas mal. Voilà. Alors, il y a aussi la difficulté du texto, c'est que c'est beaucoup utilisé pour rompre et que c'est moins engageant. Et il semblerait que les hommes l'utilisent davantage que les femmes comme façon de rompre. Je ne sais pas pourquoi. Ah, ça doit être ça. Hugues ? J'en ai oublié ce que je voulais dire. Oui, non, c'est moins engageant, moins élégant aussi. Mais non, je pensais par rapport au fait qu'au texto, on est face à son téléphone, et puis aussi donc la conversation amoureuse, on se regarde pas forcément, j'imaginais. Et c'est aussi quand on parlait d'un cheminement quand on est dans une conversation. Est-ce que souvent les bonnes conversations en termes purement factuels ou contextuels, il y en a souvent quand on marche, quand on se promène, donc souvent en ville, à la campagne, et donc on se retrouve côte à côte. Et en fait, on met un peu en berne le visuel, on est vraiment concentré sur les mots. Et j'aime bien aussi la terrasse pour ça de café parisienne qui est très spécifique parce que souvent ça peut étonner des étrangers qu'on s'assoit côte à côte. Et que au départ c'est plutôt un principe de
de rationalité de l'espace pour le cafetier, mais alors que là, on aime bien ce côté-là où c'est un peu psychanalytique presque à des moments, parce qu'on ne regarde pas la personne, on est un peu comme ça d'ailleurs en terrasse de café parisien. Et je trouve ça assez étonnant, ce fait de réactiver d'autres principes, le fait de mettre en berne effectivement le visuel pour se concentrer sur les mots de l'autre. Christian, vous vouliez dire un mot justement sur l'amitié? Moi, je crois que la conversation est aussi très... Enfin, une vraie conversation avec un vrai ami, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. C'est là où c'est extrêmement rare. Je pense que l'amitié se consolide par la conversation. L'amour, c'est un peu différent. Mais l'amitié, avec quelqu'un dans le temps, donc une amitié qui dure, pas une amitié éphémère, finalement, la conversation dans l'amitié, c'est vraiment l'outil le plus profond, c'est absolument essentiel dans l'amitié. Je pense qu'il y a vraiment à réfléchir sur la conversation et l'amitié, la conversation et l'amour. Ce sont deux façons d'envisager la conversation extraordinairement différentes, et c'est très intéressant parce que quand on pense aux amis qu'on a, ils sont peu nombreux forcément, évidemment on n'a pas de conversation avec des gens, avec de multiples personnes. C'est un autre type de conversation, mais la conversation avec la même personne pendant des années structure de manière assez étonnante la notion d'amitié qui peut être extraordinairement profonde et très importante dans une vie. Je suis d'accord. J'en connais un ici avec qui on a des conversations depuis... mon Dieu. Juste parce qu'on avance dans le temps, j'ai une dernière question à vous poser avant qu'on enchaîne sur une autre conversation. Est-ce que, je lisais ça Didier dans le livre que vous avez fait sur Weston, est-ce qu'une chaussure, c'est un sujet de conversation pour vous? Vous disiez que le premier contrat que vous avez signé, vous êtes précipité pour acheter une paire de Weston et que c'était le début de quelque chose d'extraordinaire. Oui, mais parce que c'était le souvenir, la réminiscence Ouais. de quelque chose de très important dans mon enfance. Donc, C'était votre oncle, hein, c'est ça? oui, c'était mon grand-oncle que j'ai toujours connu cul-de-jatte, comme on ne dit plus aujourd'hui, donc sans jambes. C'était un homme qui était chauffeur de maître et qui a vu l'accident de voiture, on avait dû lui couper les jambes, et qui était un grand érudit, en même temps un homme à la pensée très mobile, comme souvent les personnes qui sont empêchées spatialement de voyager autrement. Et il avait un rituel, c'est-à-dire que tous les 3 jours, il sortait ces magnifiques Weston du placard et il les cirait. Et alors, de voir justement ces chaussures qui évidemment, il ne pourrait plus jamais mettre, mais qui continuaient, j'imagine, à lui rappeler sa mobilité. Et est-ce qu'il l'a dit ou est-ce que je l'ai imaginé après coup? C'est difficile, la mémoire. La mémoire est toujours une reconstruction. Et j'ai le souvenir de l'entendre dire... il n'y a pas de raison qu'elle paye pour le fait que je ne peux plus les mettre. Donc il faut qu'elles continuent à être belles et un jour elles seront pour toi. Et donc voilà, c'est vrai que c'est Weston qui a après, non, il a été enterré avec et voilà, c'était un autre souci, c'était sa veuve qui avait cette envie. C'est vrai que tout à coup, le premier geste de luxe, quand j'ai eu les moyens de l'accomplir, le premier chèque pourtant maigre d'avance sur droit de mon premier ouvrage, ça a été ça a été les Weston. Donc je pense que c'est un trait d'union. Je pense que moi qui ai rencontré les artisans, les fabricants de Weston à tous les niveaux, oui, c'est un trait d'union. Oui, c'est un sujet de conversation entre eux à travers la prolongation d'un geste, d'une tradition, d'une conception. Et puis ce dialogue, cette conversation continue avec les gens qui viennent acheter ce livre. C'est un acte, je dirais, presque militant. Et un jour, un lecteur a une formule que je trouvais formidable. Il me fait signer le livre et il me dit « Ah, merci d'avoir écrit ce livre, vous avez donné un prolongement à mes chaussures. » Donc, voilà, là, c'est pas dans un salon du livre qu'on peut vraiment créer une conversation, quoique parfois je suis frappé par la façon dont qu'ont les gens d'arrêter le temps et l'espace parce qu'ils ont envie de créer un lien. Souvent, nos lecteurs sont en avance sur nous parce que nous, on ne les connaît pas, mais eux, ils nous connaissent par les bouquins. Et donc, ils poursuivent une conversation qu'ils ont entamée à notre insu en lisant nos livres. Et là, ils vont la poursuivre. Et donc, ils nous ramènent dans le cadre de ce livre en y mettant
ce qui les a touchés en faisant leur, ces livres. Et ça, ce sont des conversations clandestines, encore plus qu'improvisées. Et parfois, ça devient une conversation générale avec les gens qui acquiescent. Ils disent « Ah oui, c'est vrai, moi j'ai lu ça ». Et ils se mettent à converser entre eux. Et parfois, quand je suis parti, ils continuent. Donc ça aussi, le fait de créer, que ce soit sur la chaussure, sur un livre, sur une voiture, sur un vin, de créer du lien et de la conversation à partir d'une sensation partagée, c'est une des jolies raisons de trouver la vie supportable. Oui, ça fait partie de la sensualité de la conversation, moi, je trouve. Oui, bien sûr. Gilles, un dernier mot? Plus le cirage d'ailleurs que la chaussure. Je trouve qu'entre mecs, souvent, on peut discuter. Bah alors toi, comment tu fais pour tirer tes chaussures? Voilà, qu'est-ce que tu utilises et tout. Enfin, je sais pas, il y a un geste que je trouve marrant. Si la conversation peut partir d'une chaussure. Ouais. Est-ce que c'est un sujet de conversation pour vous? J'ai Pas un pour petit toi, peu pas répondu tout à l'heure avec ça pourrait être un lieu commun. Ouais. Donc c'est un endroit où on se retrouve et puis après on part justement vers ailleurs ou pas d'ailleurs. Thierry? Non, c'est pas de. Il est sec. Non. Merci en tout cas pour cette première conversation et je pense que c'était pas un luxe et je pense que c'était très joli. Merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup. Time to have a conversation. It's never what you want to hear. It's funny how much words can